And I'm also going to put the presentation up. Mark, if you can send the recordings to Anthony, he'll download them tonight to the microsite. Okay. We're live now. Bonjour tout le monde. Nous allons donner quelques instants pour que tout le monde puisse se joindre à nous. Alors, je pense qu'on devrait commencer. Bonjour à tous et à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Marc Valois, je suis membre du groupe Intersol et je suis le facilitateur qui a travaillé avec le comité directeur et le groupe de travail de l'industrie pour élaborer la proposition du code de conduite que je vais présenter aujourd'hui. Plusieurs membres du comité directeur sont également présents aujourd'hui et je les présenterai un peu plus tard dans la présentation. Tout d'abord, le but et les objectifs du webinaire aujourd'hui. Alors, le but, c'est de présenter en termes très généraux le code de conduite ou le code proposé pour le secteur des produits d'épicerie. Les objectifs, un, c'est de développer une prise de conscience, et une compréhension générale du code proposé. Alors, encore une fois, c'est très général et vous allez voir que nous n'allons pas dans les détails du code, mais comme je vous dis, en termes généraux, le code, les dispositions du code et la description du cadre du surintendant du bureau sont décrits dans un document de consultation qui est disponible maintenant sur un site web. Deuxièmement, nous voulons développer une compréhension générale du processus de consultation et de la manière dont les parties prenantes de l'industrie peuvent participer à ce processus. Et finalement, expliquer les étapes qui seront suivies pour finaliser le code. Alors ça, comme but et objectif aujourd'hui. Alors, pour commencer, un peu de contexte. Nous sommes maintenant dans la 3e année depuis que les ministres de l'Agriculture ont été invités à intervenir et environ 18 mois de travail du comité directeur. Alors, en juillet 2021, les ministres FPT ont demandé un processus dirigé par l'industrie pour élaborer un code de conduite. Les co-responsables gouvernementaux, co-responsables du groupe de travail gouvernementaux, ont rencontré des représentants de l'industrie et peu après, Intersol, c'est mon groupe, a été retenu comme facilitateur pour l'élaboration du code. Peu de temps après, un groupe de 10 représentants multi-intervenants de l'industrie a été convoqué pour répondre à la demande ministérielle et s'est engagé dans un programme intensif de réunions hebdomadaires pour élaborer un mandat pour eux, pour commencer, un plan de travail pour l'élaboration d'un code de conduite, l'élaboration de ce code de conduite, un mécanisme de règlement des différends et un cadre de mise en œuvre, y compris un processus de consultation. Le processus de consultation commence aujourd'hui. Je m'excuse, je n'avance pas les diapos.
Alors, une fois que les grandes lignes du code ont été préparées, le comité de direction a invité un groupe de représentants de l'industrie à approfondir les détails. Comme je vous dis, il y a eu beaucoup de dévouement de la part de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, des producteurs aux détaillants, les transformateurs et les distributeurs qui travaillent tous en collaboration et de manière constructive. Alors, voici les organisations représentées au sein du comité directeur. Les parties prenantes ont été sélectionnées de manière à refléter l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des producteurs aux détaillants et à représenter les différents groupes d'agriculteurs primaires, de fabricants, de transformateurs, de distributeurs et de détaillants. Je dois noter que les aliments et boissons du Canada ont été remplacés par CEPAC du Québec. Alors, voici les membres actuels du comité directeur. Plusieurs membres sont parmi nous aujourd'hui et j'aimerais vous les présenter. Ils ont déjà allumé leur caméra. S'il y en a qui ne l'ont pas allumé, je les invite à le faire maintenant. Ils et elles sont les PDG ou directeurs exécutifs de leur organisation respective. Je vais commencer par les coprésidents, Diane Brisebois et Michael Graydon. Diane est du Conseil canadien du commerce de détail et Michael représente les produits alimentaires de santé et de consommation du Canada. Après ça, nous avons, alors Michael, merci, je ne sais pas si je ne vois pas Diane, mais j'espère qu'elle est là. Denise Allen représente les fabricants de produits alimentaires du Canada. Mathieu Frigon est de l'Association des transformateurs laitiers du Canada. Mathieu, si tu peux t'identifier. Oui, je suis ici. Merci. Rebecca Lee représente les producteurs de fruits et légumes du Canada. Rebecca. Bonjour tout le monde. Ron Lemaire n'est pas avec nous, il est en voyage aujourd'hui, mais Ron est de l'Association canadienne de la distribution des fruits et légumes. Stéphanie Levasseur est avec nous, Union des producteurs agricoles du Québec, je m'excuse. Stéphanie, merci et bienvenue. Sylvie Cloutier du Conseil de la transformation alimentaire du Canada. Est-ce que Sylvie est avec nous? Je ne pense pas. Scott Ross, Fédération canadienne de l'agriculture. Scott, tu peux t'identifier. Merci. Et Gary Sands, Fédération canadienne des épiciers indépendants. Gary? Bonjour. Alors, et j'aimerais vous dire aussi que Stéphanie Levasseur a remplacé Marcel Groslot, qui a pris sa retraite, et Sylvie Cloutier du CETAC rejoint le comité pour remplacer Kathleen Sullivan des Aliments et Boissons du Canada. Sylvie joue un double rôle. D'une part, elle représente la voix des PME et d'autre part, elle s'efforce à tenir les autres associations provinciales du secteur des aliments et des boissons informées de l'évaluation du code. Bon, encore avec un peu de contexte, tout au long de l'année 2022, le comité directeur s'est réuni à chaque semaine. Nous avons examiné plusieurs codes modèles, celle de l'Australie, le Royaume-Uni, le code des paiements au Canada. Et cette étude n'était pas un exercice théorique. Le comité directeur a rencontré des représentants de l'Australie, du Royaume-Uni et du ministère des Finances, afin de bien comprendre des codes, leurs avantages et leurs faiblesses. Le comité directeur a ensuite eu des discussions approfondies sur le type de code que le Canada devrait adopter et sur les principes généraux qu'il devrait respecter. L'ancien adjudicateur britannique a également été retenu pour apporter sa contribution. De plus,
un important groupe de travail intersectoriel a été mis en place pour apporter une expérience sur le terrain et fournir des informations qui tiennent compte des éléments suivants. 1, la nature unique de l'industrie au Canada. 2, le cadre législatif particulier dont nous disposons. Et troisièmement, des éléments avancés qui étaient importants pour les parties prenantes, tels que la réciprocité. Ce groupe s'est réuni régulièrement d'avril à mai 2022 et même le groupe de travail, il y a un sous-groupe de travail qui continue à se réunir même maintenant et qui vont continuer à se réunir pour finaliser le code. Le comité directeur a établi le cadre proposé en se fondant sur les éléments suivants. Le 1, c'est un code de conduite national unique. Alors, nous voulons éviter que chaque province ou territoire établisse ses propres règles qui pourraient différer et créer des obstacles à la libre circulation des échanges. Le 2, inclusif et réciproque parmi les fournisseurs, détaillants, premiers transformateurs, etc. Les règles s'appliquent de la même manière aux deux parties à un accord. Pour cette raison, vous verrez que le langage du code parle typiquement d'un accord entre les parties plutôt que de détaillants ou de fournisseurs. Troisièmement, participation obligatoire. En réalité, franchement, le code est volontaire. Nous n'avons trouvé aucun cadre juridique qui rendrait la participation au code obligatoire. Mais il est clair que pour que cela fonctionne, il faudra que la participation d'une grande partie de l'industrie, et nous sommes convaincus que les conseils fournis par les dispositions du code proposé, qui ont été élaborés par l'industrie, seront adoptés et respectés par cette même industrie. Quatrièmement, une procédure efficace de résolution des différends. Et finalement, un code fondé sur des principes. En d'autres termes, des dispositions du code qui ne sont pas prescriptives. Alors, nous avons fait appel à des conseillers juridiques tout au long du processus et nous avons également consulté le Bureau de la concurrence. La proposition de code a fait l'objet d'un examen favorable de la part du conseiller juridique indépendant et la prochaine étape consistera à demander au Bureau de la concurrence d'évaluer le code. Alors, voici les membres du sous-groupe de travail de l'industrie qui se sont réunis pour entreprendre la tâche difficile de négocier les dispositions du code, un cadre de gouvernance et un bureau du surintendant acceptable au groupe de parties prenantes qu'il représentait, tout en répondant aux besoins et aux intérêts des parties prenantes qui se trouvaient en face d'eux. Alors, c'était question de représenter leur propre groupe, mais en même temps de bien comprendre les besoins, les exigences, les intérêts des autres. Alors, ce n'était pas une tâche facile, c'était difficile, mais à mon avis, ils ont bien abouti. Alors, le résultat de tous ces travaux, c'est un code de conduite qui n'est pas un document unique. Il s'agit d'un ensemble de mesures intégrées comprenant 1, des principes, 2, alors vous voyez dans le graphique des principes au milieu, des principes de transparence, de certitude, de commerce équitable, de résolution rapide des litiges ou des différends et la simplicité. Deuxièmement, des dispositions relatives aux règles commerciales soutenues par des définitions claires. Les définitions, je dois dire, ne sont pas complétées. Nous travaillons toujours là-dessus, mais les dispositions sont toutes là.
Troisièmement, des mécanismes de résolution des différends qui commencent par l'obligation pour les parties de tenter de résoudre elles-mêmes le différend. Après ça, des services de coaching et de médiation du bureau du surintendant. Et finalement, à la résolution par des tierces parties externes, ainsi que des mécanismes qui permettent de faire respecter le code. Tout qui fonctionne ensemble pour promouvoir un commerce équitable et éthique et la certitude contractuelle. Enfin, comme mentionné précédemment, le code ne fonctionne qu'avec la participation d'une grande partie de l'industrie. Alors ça, c'est le troisième morceau là-dessus. Alors, imaginez un tabouret à 3 pieds. Si l'un des pieds est enlevé, il ne se tient pas debout. Alors, c'est ça que nous avons mis ensemble. C'est très, très, très important de penser de cette manière-là que si on enlève un des pieds, ça tombe à l'eau. Alors, pour résumer, le cadre pour la conception des dispositions du code, une équipe de création du code composée de 10 associations, très représentatif. Deuxièmement, un résultat négocié entre les détaillants et les fournisseurs. Troisièmement, des dispositions non prescriptives du code. Quatrièmement, ça doit satisfaire aux besoins des PME. Et finalement, ne sont pas conçus pour interdire les politiques, garantir les stocks, les rayons, niveler l'échelle, le pouvoir d'achat ou empêcher des négociations difficiles. Nous avons saisi aussi les enjeux clés au Canada tout en exploitant des solutions de code à l'échelle mondiale. Alors là, maintenant, un vue d'ensemble des dispositions du code proposé. Alors, les prochaines diapositives ont pour but de donner un aperçu très bref et général des dispositions du code. Nous n'avons pas le temps d'examiner chaque disposition en détail ici, mais elles peuvent être consultées dans le document de consultation sur le site Web. Et je vous encourage à les examiner en détail avant de donner votre avis sur le code proposé. Alors, tout ça, tous les détails sont là et je vais vous donner le lien pour ça à la fin de la présentation. Alors, les dispositions. Alors, section 1, c'est le commerce équitable et éthique et absence d'actes punitifs ou vexatoires. Alors, il y a l'obligation de négocier entre elles de bonne foi et de mener leur affaire dans un esprit d'équité et d'éthique. De négocier, conclure des accords par consentement mutuel. On ne peut pas modifier unilatéralement des contrats. On peut entendre des actions punitives ou vexatoires. Alors ça, c'est en grosso modo la section 1. La section 2 parle des accords commerciaux. Alors, il est fortement recommandé d'élaborer des accords et de les mettre par écrit et de couvrir tous les termes et conditions. Alors, c'est fortement recommandé, mais c'est à vous de décider si vous voulez vraiment le faire. On peut éviter ou refuser de conclure un accord commercial. Alors, il y a des dispositions qui parlent de ça. Un accord ne peut inclure, l'accord peut inclure des contrats, des factures, des bons de commande, des connaissements, des courriels et d'autres formes de documents mutuellement acceptés. Alors, ça veut dire tout simplement que pas besoin d'avoir un contrat de 20, 30 pages s'il n'y a pas de besoin. S'il n'y a pas un besoin, c'est à vous de déterminer ce que vous avez besoin. On ne peut concevoir un accord pour contourner explicitement ou ignorer délibérément
les dispositions du Code et aucune partie ne peut renoncer à l'un de ses droits ou obligations en vertu du Code. Et finalement, des exemples d'éléments essentiels du programme sont fournis. Alors, si vous cherchez un guide ou des avis en termes de quoi inclure dans vos contrats, il y a des exemples qui sont fournis. Section 3 parle des paiements. Alors, paiement calendrier, ça, c'est vraiment le délai. En quel délai est-ce qu'on devrait recevoir nos paiements? Les paiements pour les programmes définis dans un accord sont là aussi. Alors, on parle maintenant ici de stockage, de référencement, de positionnement, les promotions, les coûts de commercialisation, les invendables, etc. Alors, on est conscient que nous avons fourni des exemples de programmes. Vous allez peut-être appeler ça différemment, mais c'est essentiellement pour les programmes qui sont acceptés, qui sont connus. Il y a aussi des paiements ad hoc pour non-respect des conditions de l'accord. Alors, ça, c'est les fameuses amendes. Il y a des sections sur les paiements à la suite d'audit, des paiements pour l'alignement des prix, les paiements pour les plaintes des consommateurs. Alors, ce sont tous les dispositions qui sont incluses là-dedans, dans cette section-là. Et je vais revenir un peu plus tard sur quelques dispositions clés qui, à mon avis, sont très importantes. Et j'aimerais passer en plus de détails ces dispositions-là. Essentiellement, les paiements sont importants et puis il y a d'autres morceaux ici qui sont importants aussi. Alors, section 4, c'est d'autres éléments. Alors, là-dedans, vous allez trouver les modifications aux procédures de la chaîne d'approvisionnement, la vente liée de biens ou de services de tierces, la prévention, la commande et la répartition de l'offre de bonne foi, des lignes directrices relatives aux modifications des coûts, des obligations relatives aux retraites de la liste ou d'approvisionnement, la protection des informations confidentielles et respect de la propriété intellectuelle, et finalement les circonstances exceptionnelles et force majeure. Alors, tous ces enjeux-là sont couverts. Et finalement, section 5 et 6, 5 parle du devoir de participation et d'information du personnel. Et finalement, 6, la résolution des litiges. Et ça, je vais vous parler un peu plus de ça dans mes présentations. Alors là, maintenant, nous allons tourner à la proposition de gouvernance du Code et du bureau du surintendant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Alors, il est proposé que le bureau du surintendant du secteur des produits d'épicerie, le BSSPE, accent aigu, soit une organisation privée fondée sur l'adhésion, constituée en vertu de la loi canadienne sur les sociétés à but non lucratif. Nous proposons que l'adhésion du bureau du surintendant soit volontaire. Et nous proposons que la principale source de financement du bureau du surintendant soit des cotisations annuelles recueillies auprès de ses membres. Nous proposons 6 catégories de membres. Vous pouvez les voir, c'est peut-être un peu petit sur l'écran, mais nous proposons les producteurs primaires, les grandes entreprises de transformation alimentaire, les petites et moyennes entreprises de transformation alimentaire, les distributeurs grossistes, les détaillants indépendants et les grands détaillants. Alors, les 6 catégories de membres.
le comité directeur s'efforce d'identifier des modèles de financement qui fournissent, vont fournir des ressources adéquates pour les fonctions essentielles du bureau du surintendant, tout en veillant à ce qu'il ne soit pas trop onéreux pour l'une ou autre des parties au code. Une contribution financière des gouvernements est également recherchée pour mettre en place le bureau au cours de sa première année de fonctionnement avant qu'il accueille ses premiers membres. Le comité directeur estime que pour des services spécifiques tels que l'arbitrage formel, les coûts devraient être supportés par les parties en question dans la mesure où ils sont jugés raisonnables et appropriés. Je vais vous parler un peu plus tard des directeurs du bureau. Alors, les principes de fonctionnement du bureau du surintendant, fondamentalement, le rôle du surintendant sera de faire respecter les objectifs et les principes énoncés dans le code. Alors, ces principes sont l'objectivité, l'efficacité, proactivité et les interventions minimales. Je vais passer à travers ça en détail. Les objectivités, on parle maintenant de l'équité procédurale pour guider le bureau du surintendant dans toutes ses actions. Le bureau partira du principe que personne ne veut et n'a aucune intention de travailler en violation du code et s'exposer à des sanctions et ou à une procédure d'arbitrage. Efficacité, le code existe pour soutenir les entreprises et accroître l'efficience et l'efficacité du secteur des produits d'épicerie. L'industrie évolue rapidement. Il est donc essentiel d'être rapide dans la mise en conformité avec le code et dans la résolution des litiges. La proactivité, la définition proactive des problèmes et la clarification de leur statut au terme du code dans l'intérêt de l'ensemble du secteur seront essentiels pour limiter le nombre de différends officiels entre les membres. Finalement, les interventions minimales, les détaillants et les fournisseurs sont tout à fait capables de résoudre eux-mêmes les problèmes si le code est clair et qu'ils le comprennent, en soulignant et en encourageant les bonnes pratiques tout en mettant en lumière et en décourageant les mauvaises pratiques. L'adjudicateur, le bureau du surintendant, suscitera un changement de comportement positif. Alors, nous voyons à tout ça. Bon, la gouvernance et le bureau du surintendant, la composition du conseil d'administration. Le conseil d'administration du bureau du surintendant proposé comprendra un total de 12 directeurs élus par les membres et un représentant du gouvernement FPT sans droit de vote, alors observateur essentiellement. Les 12 directeurs seront élus pour un mandat de 2 ans et pourront siéger au conseil jusqu'à 6 ans consécutifs. 6 années consécutives. Il est proposé que le comité directeur actuel assume les fonctions du conseil d'administration à titre provisoire jusqu'à ce que le bureau du surintendant soit opérationnel. Il est aussi important de noter qu'une majorité de 75% des directeurs votants sera nécessaire pour modifier le code du secteur de l'épicerie. Alors, le rôle du bureau du surintendant. Alors, nous proposons que le bureau du surintendant ait 5 rôles principaux. Le 1, la formation et l'éducation des membres. Et nous anticipons que la première année, l'emphase va vraiment être sur l'éducation, la formation. Le 2, c'est de faire rapport aux membres et assurer l'imputabilité. Alors, il y a tout un devoir à faire pour
pour créer des rapports, combien de questions ou de problèmes ou de médiation est-ce qu'ils ont entretenu. Alors, il y a tout un rapport qu'ils vont développer, un rapport annuel. Il y a l'évaluation des enjeux et assurer la conformité par le biais de divers outils, incluant la discipline des membres, par le biais de mesures collectives. Ils vont gérer les processus de résolution de conflits entre deux membres et finalement, ils vont maintenir un code qui soit adapté et pertinent par rapport aux tendances actuelles du secteur. Alors, comme le secteur évolue, le code va évoluer. Alors, je voulais vous parler de quelques dispositions clés. Et c'est parce que ces dispositions clés abordent certaines des questions les plus controversées identifiées dans le rapport du groupe de travail FPT de 2020, je crois. 2020, je pense, oui, c'est ça, 2020. Alors, pour commencer, dans section 1, la commerce équitable et éthique et absence d'actes punitifs vexatoires, les parties au Code ne peuvent pas modifier unilatéralement les contrats. Alors ça, c'est fondamental. C'est inclus maintenant dans le Code. Le 2, les accords commerciaux. 2.6, aucune partie ne doit concevoir un accord pour contourner explicitement ou ignorer délibérément les dispositions du Code. Alors, je l'avais plus tôt dans ma présentation. Et aucune partie ne peut renoncer à l'un de ses droits ou obligations en vertu du Code. Alors ça, encore, à mon avis, c'est très important comme disposition. Les paiements. Alors, ici, 3.4 est important à mon avis. Alors là, ici, on parle de programmes définis et plus ou moins acceptés déjà par l'industrie. Alors, les frais sont relatifs aux programmes tels que le stockage, le référencement, le positionnement, etc. Et si un détaillant va vous charger pour ces programmes-là, il doit fournir une justification raisonnable, suffisamment détaillée et sous une forme efficace, c'est-à-dire une forme qui va vous permettre de la vérification. Le B, ça permettra à l'autre partie de contester ces frais dans le délai applicable prévu par l'accord. Et ce différend doit être résolu dès que cela est possible. Et C donnera à l'autre partie le droit de recourir à une procédure interne de résolution des litiges pour commencer, en remontant les conflits et en fournissant une personne de ressources pour ce processus. Alors, tout le monde a besoin de fournir une personne de ressources à qui on peut s'adresser. Encore avec les paiements, ça maintenant c'est 3.5. Alors, cette fois-ci, il y a des morceaux qui sont semblables à l'autre, mais là, maintenant, on parle des amendes. Alors, comme je dis, il y a beaucoup de semblables ici, mais ce qui est important, c'est que dans D, lorsqu'un fournisseur conteste des frais proposés, le détaillant ne déduira pas la somme contestée du compte commercial du fournisseur ou d'une autre manière sur les sommes dues au fournisseur pour des biens fournis jusqu'à ce que la contestation soit résolue. Alors ça, c'est important comme changement.
Et là encore, on doit donner à l'autre partie le droit de recourir à une procédure interne, etc. Alors, ça, c'est toujours là. Là, maintenant, la section numéro 4, d'autres éléments. Et ça, là encore, à mon avis, c'est important parce que c'est un changement important. Dans 4.3, le DTA établit des prévisions de bonne foi en tenant compte des délais d'approvisionnement du fournisseur et avec le soin nécessaire en concertation avec le fournisseur. Le DTA prépare ensuite ses commandes de bonne foi en tenant compte des prévisions applicables. Les parties sont encouragées à documenter leur politique de commande d'acceptation pour plus de certitude sur des points tels que le délai, les quantités minimales de commande, l'augmentation ou la diminution de la demande, ainsi que les protocoles de communication et la manière dont les commandes doivent être partiellement ou totalement acceptées et rejetées. Dans 4.4, le fournisseur n'est pas tenu d'accepter une commande. Si le fournisseur n'accepte pas une commande du détaillant indiquant la quantité de produits qu'il souhaite commander au fournisseur, le détaillant n'imposera pas d'amende ou de pénalité au fournisseur uniquement parce que ce dernier n'a pas livré les quantités prévues dans la commande non acceptée. Alors, si le fournisseur a accepté la commande, c'est une autre question. Mais s'il n'accepte pas la commande, c'est question d'imposer des amendes. 4.5, lorsqu'un détaillant commande des quantités sensiblement inférieures aux prévisions, ce qui a des conséquences financières pour le fournisseur, le détaillant doit raisonnablement collaborer avec le fournisseur pour atténuer ces conséquences. Et finalement, dans 4.6, lorsque la demande totale de produits dépasse l'offre disponible, les fournisseurs prendront en conséquence ou en considération toutes les commandes existantes et demandées par tous les détaillants. Alors, où sommes-nous maintenant? Les dispositions, le bureau du surintendant ainsi que le modèle de gouvernance proposé ont été complétés. Les propositions ont été complétées par le comité directeur et le groupe de travail de l'industrie. Nous entrons maintenant dans une phase d'éducation et de consultation pour les 30 prochains jours. À la suite de la période de consultation, le comité directeur et le sous-groupe de travail de l'industrie se réuniront pour apporter au code des ajustements qu'ils jugeront nécessaires pour, sur la base de l'examen des contributions reçues dans le cadre du processus de consultation. Une fois le code finalisé, le comité directeur commencera à mettre en place le bureau du surintendant et à le mettre en œuvre. Alors ça, nous parlons maintenant des mois prochains. On parle essentiellement de l'automne prochain, si tout va bien. Il est important de noter qu'il y a un désir de procéder rapidement. Nous sommes conscients du fait que nous ne réussirons pas tout du premier coup et c'est pourquoi qu'une révision est prévue après 18 mois de fonctionnement. Alors ça, ça a été prévu, ça va être fait. C'est parce que nous connaissons que c'est très difficile d'avoir une solution à 100%. Alors, comment participer? Il est important que le comité directeur comprenne des aspects du code suivant. Alors, des aspects pour lesquels vous avez besoin de plus d'informations, de clarté. Alors, vous allez voir qu'avec le site Web, il y a la capacité de soumettre vos questions.
Vous allez voir qu'il y a une foire aux questions là-dessus aussi. Alors, des questions qui sont fréquemment posées avec des réponses. Nous allons continuer à bâtir là-dessus. Il était aussi important que nous comprenons ce qui est important pour vous dans le code. Alors, c'est toujours le cas avec les humains. On va trouver ce qui manque dans le code ou ce qu'on aurait dû avoir. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir les morceaux qui ont de l'allure avec lesquels vous êtes d'accord. Troisièmement, s'il y a quelque chose de substantiel que nous avons omis. Alors, c'est vraiment, est-ce qu'il y a de quoi de substantiel qui n'est pas là, à votre avis? Alors, les questions spécifiques sont, le 1, c'est veuillez identifier les éléments du code pour lesquels vous avez besoin de plus d'informations ou de clarification. Bon. Deuxièmement, veuillez identifier les éléments du code qui sont les plus importants ou qui ont le plus de valeur pour vous. Et troisièmement, comme on vous dit, l'intention est de procéder à un examen du complet du code 18 mois après sa mise en œuvre. Alors, y a-t-il des éléments substantiels et fondamentaux que nous devrions prendre en considération avant la mise en œuvre, sachant que le code fera l'objet d'un réexamen 18 mois après sa mise en œuvre? Et dans l'affirmative, veuillez préciser. Vous avez dans le fonctionnement du site, vous pouvez nous donner vos avis directement par le site. Alors, ça, c'est important. Dans notre invitation, il y avait un lien qui était canadacode.com et nous avons été informés hier même que ce n'est plus canadacode.com, c'est maintenant canadacode.org. À la suite de la réunion, probablement demain, vous allez recevoir un courriel pour confirmer ça, mais je peux vous dire, et je vais vous le montrer, le site web est actif maintenant, alors vous pouvez l'accéder maintenant. Là-dessus, vous pouvez accéder aux documents de consultation, apporter sa contribution directement sur le site et accéder à une liste de questions fréquemment posées. Vous pouvez également poser des questions ou soumettre des propositions par l'intermédiaire de l'onglet « Contacter » du site de consultation. Et je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Le site est conçu pour rendre anonymes les contributions reçues qui seront rassemblées et résumées par un tierce partie indépendant. Alors, je m'aperçois que je n'avais pas avancé mes diapos, mais voici encore une fois le lien est ici. Alors, merci. Je pense qu'avant de finir, je vais vous montrer le site. Encore, si vous avez pris note du lien. Comme je vous dis, je vais vous montrer le site. Donnez-moi 2 secondes. Et voilà. Alors, vous pouvez voir, voici le site. Et vous avez ici, foire aux questions. Il y a aussi contacter, le document de consultation est ici et nous allons afficher ma présentation d'ici demain aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu peut-être être ici pour la présentation. Vous allez voir aussi que les objectifs et les principes sont ici. Et comme je vous dis, le document de consultation est ici aussi. Alors, pour toute information, c'est probablement la ressource le plus important pour vous.
Alors, avec ça, je vais terminer et vous remercier d'être ici aujourd'hui. Alors, c'est tout pour moi. Comme je vous dis,